Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine du dimanche. C'est un réel plaisir de recevoir ce soir Chris Mukendi, secrétaire national adjoint de AFDC, parti cher à Modeste Batulukobo, président du Sénat. Bonsoir. Bonsoir très cher Sylvain. Voilà, avec toi on va discuter sur l'actualité, les points saillants qui ont marqué l'actualité. On parle de Batulukobo qui est votre président. On commence par là pour dire pourquoi refuse-t-il alors de retourner à son sénateur ses immunités. Vous savez, très cher Sylvain, ce qu'on appelle en droit le parallélisme de forme et de compétences, fait que la personne qui avait sollicité la levée des immunités du sénateur Matata Pogno soit la même qui demande, s'il considère que le dossier Matata Pogno est clôturé, il peut faire la même demande au Sénat pour demander que ces immunités lui soient restituées. Il ne revient pas au président du Sénat de prendre l'initiative de recouvrer les immunités de M. Matata, alors qu'il n'était pas de sa propre initiative de solliciter aussi la levée des immunités. Donc c'est un principe de droit qui doit être observé. Il faudrait simplement que M. Matata Pogno, qui considère que le dossier est vide, qui considère que le procureur de la République lui aurait, selon ses dires, présenté des excuses, Matata Pogno, par les conseils de ses avocats, pourra solliciter auprès du procureur ces documents pour une notification qu'il pourra remettre au bureau du Sénat pour que ces immunités lui soient restituées. Les problèmes se situent simplement à ce niveau-là. Il passe aujourd'hui pour une personnalité qui est harcelée par le régime. Tout dernièrement, il faut dire qu'il a perdu même sa sœur, il faut dire, mais le gouvernement a refusé finalement sa mobilité. Mais vous savez, comme j'ai dit, M. Matata Pogno, c'est vrai qu'il s'est dit être innocent, mais son dossier n'est pas encore clôturé au niveau de la justice. Et la procédure veut que lorsque un sénateur veut quitter Kinshasa pour la province ou même pour l'extérieur de la République, qu'il sollicite du bureau du Sénat une autorisation de sortie. Ce qui n'a pas été fait par M. Matata Pogno, que nous considérons a voulu simplement attirer l'attention en se présentant devant les services de la DGM sans un document qui atteste que le Sénat l'a autorisé à effectuer le déplacement. Semble-t-il qu'on a refusé l'introduction des documents pour demander finalement sa sortie. Semble-t-il. On lui a refusé finalement d'établir ce document par le Sénat, je veux dire. Mais que M. Matata nous présente un document une demande qu'il aurait demandé au Sénat, une demande qu'il aurait établie à la destination du Sénat. Ça n'a jamais été fait. Donc, M. Matata veut simplement faire de la victimisation, il joue à la diabolisation. Une dernière question par rapport à cela. Le problème se trouve ailleurs. Est-ce un harcèlement finalement contre Matata Pogno, je veux dire? Non, je ne pense pas. Lorsque vous avez des démêlés avec la justice, il revient à la justice de clôturer les dossiers et le Sénat prendra simplement acte. Voilà. Voilà, on parle maintenant actualité pour dire qu'il y a eu un message de la part de la première dame Denise Nyakero à l'occasion de la célébration mondiale de la journée de la femme le 10 mars. Image et commentaire. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes, afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures. Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants.
La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités, pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, de nouveaux comportements et l'éducation. Et vous connaissez mon engagement à ce sujet. J'estime que par elle, nous emmènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Puisque tout ceci ne pourra être possible sans la paix et la sécurité, j'exhorte donc chacun de nous à promouvoir les gestes qui les favorisent et les consolident davantage. Je vous renouvelle encore une fois mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Je vous remercie. Voilà, tout à l'heure, là, c'était la première dame qui se félicite du parcours, je veux dire, pour l'émancipation de la femme congolaise. Est-ce que Chris Mukendi, vous avez le même regard que la première dame? Je salue d'abord le message de la première dame. Mais ici, je note que les femmes, j'ai l'impression que les femmes font ce qu'on appelle des apparitions saisonnières. Et ces apparitions sont beaucoup plus visibles au mois de mars. Vous aurez à voir qu'après le mois de mars, toutes les activités menées par les femmes vont disparaître sur les places publiques. Donc moi je considère que cette lutte, c'est vrai qu'il y a un jour qui est consacré pour la revendication des droits de la femme, mais je pense que ça devrait être une activité au quotidien. Et je note aussi que nous sommes aujourd'hui dans un monde des compétitions. C'est vrai que la Constitution veut que les femmes puissent être présentes dans les institutions à hauteur de 30%, on parle de la parité aussi, mais dans la compétition, elles ne sont pas là. Je suis les émissions politiques chez vous à la télévision, chaque jour, chaque matin, mais combien de femmes passent dans ces émissions pour porter l'étendard des femmes? Donc moi je considère que ça ne devrait pas être un cadeau que les hommes font aux femmes, mais les femmes elles-mêmes devraient lutter pour que leurs droits soient réellement des droits acquis à cause du combat qu'elles auront mené. Donc au-delà du mois de mars, je crois que les femmes devront être beaucoup plus présentes pour ceux qui sont dans le monde politique, mais aussi pour ceux qui sont actifs dans notre secteur de la vie nationale. Voilà, je crois que c'est une motivation que vous faites aux femmes. Est-ce que la question peut être, est-ce que la femme a pu comprendre ou cerner peut-être la thématique de cette année par rapport peut-être à l'autonomisation, peut-être par rapport au réchauffement climatique? Je pensais que la femme congolaise a pu cerner finalement cette thématique. Non, mais est-ce que cette thématique a été sensibilisée? Est-ce que la femme a été sensibilisée? Est-ce que la femme a été vulgarisée? C'est ça la vraie question. Je crois qu'au niveau des institutions, les leaders d'opinion, des femmes dans les entreprises peut-être, mais qu'en est-il de ces femmes les femmes rurales? C'est là le vrai problème de la femme. Le vrai problème de la femme, c'est pas au niveau des institutions. Donc moi je crois que le message devait être répercuté à ces niveaux-là pour que la femme sache que le 8 mars, ce n'est pas une affaire de pagne. Mais malheureusement, nous en parlons chaque fois. Mais chaque mois de mars, nous voyons les femmes elles-mêmes travailler à la distribution simplement des pagnes, sans pour autant apporter le message de cette revendication des droits des femmes au niveau et des institutions, mais aussi déjà au niveau de l'école. Quel est le taux que les femmes représentent au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'école primaire, l'école secondaire, au niveau universitaire? Donc je crois que ces revendications devraient aller plus dans ce sens-là pour que cette autonomisation de la femme que nous voulons tous puisse effectivement
arriver. Sinon, nous allons rester dans les discours et nous aurons à célébrer le mois de la femme seulement au mois de mars et après, voilà, il y aura plus rien. Je pense que c'est l'État finalement qui trébuche par rapport à une politique, comme on dit, de la féminisation, c'est-à-dire l'État qui devrait prendre en charge normalement toutes ces femmes qui sont aujourd'hui dans la débrouillardise. On pose la question. L'État n'arrive pas à subvenir aux besoins des hommes et les femmes sont dans la rue, pas pour quémander bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'adonnent à des métiers vils même pour nourrir la famille. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est un écartement de la femme en choisissant le mari, enfin l'homme, ce que je voulais dire? Moi je crois que l'État est limité. Mais nous sommes dans une auto-prise en charge de la femme. Je crois que le message, même quand on parle de l'autonomisation, ça veut dire que la femme devient autonome. Quand on parle de l'autonomisation, ça veut dire qu'elle devient indépendante. Mais il faut que l'État l'accompagne dans cette indépendance, dans cette autonomisation. Mais je crois que la plus grande acteur dans cette autonomisation, c'est la femme elle-même qui doit savoir ce qu'elle veut. Et je crois que l'État congolais a des moyens très limités pour pouvoir prendre en charge toutes les femmes. Mais dans le sens de la vulgarisation, de l'accompagnement, dans l'entrepreneuriat, l'État peut être là. Dans l'artisanat, l'État peut être là. Mais pas de manière à ce que l'État puisse prendre en charge chacune des femmes au quotidien. Ça, c'est impossible. Voilà, on va continuer donc avec cette édition pour dire quand même que le président de la CENI a été voir le président de l'Assemblée nationale. Les personnalités ont parlé du processus électoral. Image et commentaire. L'actuel vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, vient de déchirer, voire brûler sa carte des membres du parti Ensemble pour la République. Il tourne ainsi le dos à Moïse Katumbi et veut désormais apporter son appui à Félix Tshisekedi. Pour les 4 politiques fidèles au manager président, Christophe Lutundula Apala a été débauché et il s'en prévaut sans égard, presque une bassesse. Aujourd'hui, les déclarations de Christophe Lutundula m'amènent, moi, à applaudir à deux mains. Nous savions qui était Félix parce que nous avions négocié avec lui. Et il n'y a pas eu de sincérité de sa part dans ces négociations. Mais le reste des Congolais ne le savaient pas. Ils l'entendaient dans notre bouche. Aujourd'hui, Lutundula l'a confirmé, c'est que lui et Félix ont comploté pour contourner ensemble, dribbler ensemble. Voilà la réalité au jour d'aujourd'hui qui éclate au grand jour. Je ne peux qu'applaudir à demain. Je ne peux qu'applaudir. Bon, alors vous y allez avec des débauchages dès le départ et fin de course, vous nous demandez à nous de partager les bilans avec nous. C'est qu'en réalité, certains de ceux qui sont là, les nôtres, ne sont pas arrivés à ces postes-là par le fait de notre délégation. Il y a eu des discussions bilatérales entre des individus et les pouvoirs pour contourner Moïse Katumbi et l'affaiblir. Donc je ne peux qu'applaudir, ça nous renforce plutôt nous le savions depuis et aujourd'hui, Lutundula les porte à la connaissance du grand public. Il dit, je suis l'homme de Félix Tshisekedi. Il m'avait débauché depuis tous ces temps. Ben, j'ai passé le temps à vous dire que les quotas de Ensemble pour la République étaient de 5 portefeuilles ministériels. Non, c'était pas 5, 5 moins 1, 4. Voilà la réalité. Elle est là devant le Congolais. Alors, vite en besoin, mais on va quand même parler de l'affaire Lutundula au sein de l'Assemblée. Je veux dire, dans le carcan de l'ensemble parti de Moïse Katumbi, avant de revenir sur Denis Kadima pour la CENI. Alors, la question finalement tourne autour du débauchage. Le chef de l'État débauche finalement, je veux dire, des caciques des autres régimes pour finalement gonfler le rang de l'Union sacrée. Mais la bonne question, c'est que pourquoi aujourd'hui Christophe Lutundula finalement quitte Ensemble pour la République et rejoint finalement l'Union sacrée dans ce cadre-là? Est-ce réellement du débauchage? Mais je crois qu'il ne faut même pas parler du débauchage pour le cas de Lutundula. Je rappelle ici qu'Ensemble est dans l'Union sacrée. Et je crois que ce sont nos amis qui confondent les concepts. Moi, je ne comprends pas que vous puissiez être membre de l'Union sacrée, jouissant des dividendes de l'Union sacrée. Vous avez des ministères, 4 ministères, non pas les moindres, et que vous puissiez au sein de l'Union sacrée vous constituer en une opposition. Ça ne marche pas. Nulle part dans le monde entier, on peut considérer qu'il y ait un parti politique qui soit au pouvoir et à l'opposition au même moment. Ça n'existe que dans la tête. Est-ce de l'opposition ou de l'opinion finalement de la part de Ensemble au sein de l'Union sacrée?
Non, mais je crois que non. Il faut quand même le dire ouvertement. Parce que finalement, est-ce qu'on peut avoir une opinion contraire par rapport au régime, même si on est l'opinion contraire, je comprendrais l'opinion contraire de nos amis qui sont à Lamuka. Mais c'est ce qu'ils Mais font. nous sommes, non, nos amis de Lamuka, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est que dans leur communication, ils ont déjà quitté le bateau. Ils refusent d'assumer les conséquences de leur action au sein du gouvernement, mais ils continuent à siéger dans ces gouvernements. Je vous rappelle ici qu'il y a des grèves aujourd'hui au niveau des LOGEFREM, Office de fret de gestion maritime. Mais cette structure, OGEFREM, est gérée par un ministre ensemble, qui aujourd'hui, ensemble, dit, il ne partage pas les bilans, alors qu'il y a un ministre ensemble qui n'arrive pas à gérer une crise qu'il y a au niveau des LOGEFREM. Il y a des interférences finalement de la part du régime, faut dire. Nous avons des problèmes au niveau de l'enseignement universitaire. Et là encore, nous avons un ministre qui est ensemble. Il y a des grèves des enseignants, des professeurs d'université. Il n'y a pas encore reprise des activités académiques. Nous avons un ministre ensemble là-bas, mais ensemble dit, on ne partagera pas les bilans. Voilà le message que nous lançons à nos amis. Il faut prendre leur courage à bras les corps et quitter l'union sacrée. Comme ça, Félix et ses partenaires partageront les bilans ensemble. Moi, je ne peux pas comprendre que vous puissiez dire que nous sommes de l'union sacrée, vous combattez l'union sacrée, vous critiquez les présidents de la République chaque jour, mais à la fin, vous venez à la table des discussions pour dire, mais le poste de gouverneur là, vous ne donnez pas. Le poste de mandataire public, vous revendiquez des postes alors que vous ne voulez pas assumer. Je crois que cette politique-là ne marche pas. Il faut arrêter de faire la chauve-souris. Moïse Katumbi devrait prendre son courage pour quitter l'union sacrée. S'il n'arrive pas à le faire, moi je conseille au chef de l'État, de la même manière qu'il a procédé avec Kabila, qu'il puisse rompre avec nos amis d'ensemble, parce que visiblement ils n'ont pas le courage eux-mêmes de quitter. Et c'est ça de la malhonnêteté. Est-ce que vous pensez vraiment que Moïse Katumbi, aujourd'hui, qui est également pressenti comme candidat président de la République, va vous laisser faire finalement, même s'il quittait aujourd'hui l'union sacrée? Va nous laisser faire, ça veut dire... Non, c'est-à-dire vous laissez toutes les marges de manœuvre. Non, mais il jouit de sa liberté en tant que Congolais, s'il est, faudra-t-il encore qu'il prouve qu'il est réellement Congolais, parce que nous attendons cette déclaration. Aujourd'hui, finalement, vous mettez en selle ce non, c'est la congolité. Ce sont ces déclarations. Ce sont ces déclarations. Donc moi, j'ai dit, s'il est Congolais, voilà, il va jouir de la liberté, il jouit de sa liberté d'expression, de la liberté d'opinion, et on ne peut pas l'empêcher. Mais simplement, nous disons qu'on ne peut pas faire de l'opposition au sein de l'union sacrée. Il faudra que Moïse Katumbi puisse s'assumer. Votre bilan est tellement négatif que Moïse Katumbi finalement récuse d'endosser ce bilan. Nous endossons notre bilan. Il ne revient pas à Moïse Katumbi de dire que notre bilan est négatif. Il reviendra au peuple congolais qui a voté Tshisekedi de dire que Monsieur le Président, votre bilan est négatif ou positif. Moïse Katumbi, je rappelle que lorsque Tshisekedi est voté, Moïse Katumbi n'est pas dans les camps de Tshisekedi. Il n'a pas voté Tshisekedi. Il n'a pas apporté son soutien. Donc aujourd'hui, si bilan il y a, Tshisekedi rendra son bilan devant le peuple congolais, qui ne lui a pas accordé un mandat de 3 ans, mais un mandat de 5 ans. Donc, pour ceux qui font la comptabilité, ils savent, ceux qui sont économistes de formation, ils savent que les bilans, c'est à la fin de l'exercice. Les bilans, c'est à mi-parcours également. Non. À mi-parcours. À mi-parcours, on peut parler d'un inventaire, on peut parler d'autres choses, mais pas les bilans. Les bilans, c'est clôture toujours avec un total. Le total du mandat de Tshisekedi, c'est un total de 5 ans. On ne peut pas parler du bilan alors que nous n'avons pas encore clôturé l'exercice. L'exercice de la mandature de Tshisekedi, c'est clôture en 2023. Il faut attendre 5 ans. Il faut attendre 5 ans. Mais le mandat n'est pas de 2 ans. Mais l'évaluation, on peut toujours faire une évaluation en rapport avec la gratuité. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'y a pas de gratuité dans ces pays. Parlons bilan. Mais justement, c'est ça les bilans. Qui patauge jusqu'à aujourd'hui. Ça peut patauger. Ça peut patauger à 10, à 15, à 20%, mais elle a été effective. Alors que cette constitution qui a été votée depuis 2006 n'a pas été appliquée. L'effectivité qui est consacrée dans l'article 43 de la constitution n'a jamais été appliquée. Il y a d'autres choses que Tshisekedi est en train de faire, notamment mais les projets Tchilé-Gelou, vous savez, il y a des travaux qui sont effectués ici qui ne suivent pas le parcours
le parcours constitutionnel tel qu'on l'a dit, vous faites vos projets à la présidence et vous les soumettez au peuple. Non, non, pas du tout. Les projets, il est dans le programme du gouvernement. Hein. Ça, c'est un faux débat. Le peuple congolais attend du régime. Le peuple congolais attend du régime les résultats. Et nous avons l'obligation des résultats. Nous ne venons pas faire de la polémique avec des gens. Projet 100 jours. Mais projet 100 jours, vous voulez qu'on y revienne? Il y a un procès. Mais les travaux sont en train d'être exécutés, messieurs les journalistes. Donc, moi je dis, le peuple congolais n'est pas aveugle. Le peuple congolais n'est pas sourd. Le peuple congolais, il voit ce qui est fait. Aujourd'hui, nos amis qui étaient Koulouna ici à Kinshasa, qu'on a assassinés parce qu'ils avaient des locks à la tête, parce qu'ils avaient un tatouage, parce qu'ils mettaient des pantalons en dessous de leurs culottes, ils ont été assassinés avec l'opération Likofi. Tu sais qu'il arrive au pouvoir, il crée un programme pour la réinsertion de ces jeunes. Aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs, ils envoient les maïs ici au Congo. Vous n'avez pas ramassé tous les Koulouna de la ville quand même. Il y a un regard d'insécurité finalement à travers la ville. Il y a un travail qui est en train d'être fait, le travail n'est pas fini, et nous considérons aussi les efforts qui sont menés à l'Est de la République avec l'état des sièges. Donc, je dis, Tshisekedi est sur la ligne de pouvoir rencontrer effectivement les aspirations profondes de la population. On va prendre selon les promesses qu'il a eu à faire en 2018 pendant la campagne électorale. Voilà, c'est Chris Mukendi, secrétaire national adjoint de FDC, de Modeste Batulekebo. On prend un troisième élément, c'est-à-dire l'élément par rapport à la CENI. On a vu le président de cette institution à l'Assemblée nationale pour rencontrer le président Mbosso Koudiampouanga parler processus électoral. Dans le cadre d'une bonne collaboration avec les institutions de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné de tous les membres de son bureau, ont rencontré les speakers de la Chambre basse, Christophe Mbosso Koudiampouanga, ce lundi 7 mars 2022. Leur échange a tourné autour d'un processus électoral de qualité. À la question de savoir s'il y a d'autres lois que la CENI attend de l'Assemblée nationale pour accomplir sa tâche, Denis Kadima a indiqué qu'aucune loi n'est en souffrance. Au sortir de cet entretien avec le président de la Chambre basse du Parlement, Denis Kadima s'est exprimé en ce terme. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit. Notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien de choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi. Et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes de cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. Voilà, donc on a pris cet élément par rapport à la CENI. Chris Mukendi, je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint de FDC de Modeste Batulekebo. On parle finalement élection en 2023, mais il faut quand même le reconnaître. Il y a une grande opinion aujourd'hui qui n'est pas certain de la tenue effective de ces élections en 2023. Votre commentaire là-dessus? Nous ne sommes pas responsables des opinions de ceux qui doutent de la réalité électorale dans le pays. Ce que je sais, c'est que le président de la République a affiché sa ferme volonté à organiser les élections dans les délais prévus. Donc, et l'Union sacrée, il travaille. Vous avez suivi la feuille de route qui a été présentée par la CENI, qui reprend les contraintes que les acteurs directement concernés par les processus devraient rencontrer avant que les élections se tiennent dans les délais.
Donc il revient à chaque acteur qui a été nommé dans la feuille de route de pouvoir rencontrer les contraintes de la CENI. Notamment, j'ai vu le président de la CENI être reçu par le président des deux chambres du Parlement, dans la mesure où la feuille de route indique clairement que le Parlement devra mettre à la disposition de la CENI la loi électorale à la session de mars. Donc moi je considère que c'est là le point de départ. Aussi longtemps que cette session qui commence, je crois, d'ici 2 jours ici, n'a pas encore repris, on ne peut pas pronostiquer sur les dépassements des délais qui est prévu par la feuille de route. Dans la mesure où la feuille de route dit clairement que cette loi doit être votée à la session de mars. Je rappelle ici que la session de mars s'ouvre les 15 des pleins droits, le 15 mars, et se clôture le 15 juin. Oui. Donc, entre les 15 mars et les 15 juin, les parlementaires sont dans les délais raisonnables qui leur donnent la possibilité de pouvoir mettre à la disposition de la CENI la loi qui leur permette, en fait, d'établir les calendriers électoraux. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il faut dire quand même que ça passe pour un bluff, on voit par exemple dans cette feuille de route, le contrainte de date. Vous parlez de la tenue des élections au décembre 2023, alors que la loi, n'est-ce pas, demande 3 mois avant, soit dit pour le scrutin. Mais il n'y a pas de souci, la loi viendra. Mais vous allez encore... On peut dire ça que c'est une coquille ou c'est une intention? Non, pas du tout. Ce n'est nullement une intention, c'est une volonté qui a été exprimée. Mais vous allez encore vous rappeler que nous sommes en 2023, ça sera notre 4e cycle électoral, et que tous les cycles électoraux dans les pays, les calendriers faisaient toujours, ou la feuille de route de ces processus avait toujours fait état des contraintes. En 2006, nous avons eu une feuille de route avec des contraintes. En 2011 également, mais aussi en 2018, nous avions eu une feuille de route avec des contraintes. Les contraintes ne sont pas un prétexte pour ne pas organiser les élections. Les contraintes, en fait, constituent une sonnette d'alarme de la CENI à l'endroit de tous les partenaires impliqués dans les processus électoraux. En ce qui concerne les gouvernements, la CENI dit qu'il y a des contraintes en rapport avec la libération des fonds et que dans les dates indiquées dans la feuille de route, le gouvernement devra mettre à la disposition de la CENI les moyens conséquents. En rapport avec la loi, nous avons dit, nous sommes la contrainte législative, nous sommes au mois de mars, et au cours de ce mois, je ne dis pas au cours de ce mois, mais au cours de la session, le Parlement réuni pourra mettre à la disposition de la CENI la loi électorale. C'est des finances finalement qu'on attend. Mais il faut dire quand même, Chris Mukendi, il y a eu une sorte de scénario entre les ministres des Finances et je veux dire la présidence de la CENI qui recuse d'avoir reçu de l'argent de la part des ministères des Finances. Je crois finalement, cette saga, est-ce que ça ne prévoit pas déjà des turbulences qui vont venir dans les heures qui viennent par ça montre effectivement que les deux institutions sont indépendantes, mais ça relève simplement d'un couac communicationnel qu'il y a eu entre les deux institutions. La volonté du gouvernement est effectivement d'organiser les élections dans les délais et je crois que la volonté du chef de l'État y est. Donc nous sommes optimistes, nous sommes pour la légalité, nous sommes pour que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution. On est dans la légalité, mais on évoque déjà des surfacturations de la part de la CENI. Non mais là c'est... je crois qu'une surfacturation peut être réglée par l'IGF ou par les services des finances, mais ça n'a aucun impact sur le processus électoral. Vous semblez négliger ça. Non, je ne néglige pas. J'ai dit, ça peut faire appel. J'ai vu le président de la CENI appeler l'IGF pour venir faire un audit. Hein. Je crois que c'est une affaire interne qui va se régler, mais qui n'empêche pas à ce que les trains des élections puissent donc arriver cela n'est pas un faux bon port. Déjà de la part de Denis Kadima qui commence avec un mauvais présage. Vous ne pensez pas? C'est pas... Je ne sais pas comment vous prenez. Je dis, il y a des services qui sont habilités à pouvoir auditer au niveau de la CENI pour établir effectivement s'il y a surfacturation, mais aussi de pouvoir
apprécier ce qui doit être fait en rapport avec les équipements au niveau de la CENI et tout ce qui va avec. Voilà, on continue avec Chris Mukendi. Bien sûr, on parle maintenant de la restitution des œuvres d'art, finalement, qui devient de plus en plus effective. Le Premier ministre l'a dit au cours d'une cérémonie au ministère de la Culture. Images et commentaires. Madame la ministre, je sais que votre ministère s'est engagé fermement sur la définition des périodes à prendre en compte dans l'inventaire des œuvres à restituer. Ces discussions avaient d'ailleurs fait l'objet des échanges début décembre 2021 à Kinshasa, entre notre pays et la partie belge. Ces réunions, conduites d'ailleurs sous votre initiative, ont été tenues ici même, au Musée national. Elles ont permis d'envisager des étapes concrètes devant conduire à l'aboutissement de ce processus. Celui-ci embrasse une problématique qui concerne tous les partenaires africains et européens quant à la dynamique historique de restitution des œuvres culturelles africaines. Il faudrait encourager ces approches innovantes et constructives sur un dossier d'une haute valeur symbolique et historique, conformément au programme de l'Union africaine, tel que défini dans l'agenda 2063. La reconstitution et la réappropriation des mémoires nationales africaines constituent en effet un enjeu majeur pour le développement du continent, longtemps privé de ses valeurs intrinsèques. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le gouvernement attend de la commission technique et scientifique qu'elle documente pertinemment la requête congolaise devant aboutir à la demande officielle du gouvernement congolais assortie d'un calendrier consensuel d'opérationnalisation. Le gouvernement congolais s'attelle également à la signature d'un décret, que je l'ai dit, qui prendra en charge juridiquement la question de la protection du patrimoine culturel congolais. Voilà, on parle de la restitution effective des œuvres d'art, je veux dire, on parle culture avec Chris Mukendi, le Premier ministre l'a dit, enfin, nous sommes au Musée national, les œuvres d'art africains ou congolais, je veux dire, qu'est-ce que cela pourrait produire des pertinents finalement en RDC? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que ça relève de notre histoire. Voilà. Un peuple qui n'a pas d'histoire ne mérite pas d'exister. Et je crois que ces œuvres constituent notre patrimoine culturel. Et la présence de ce patrimoine, en réalité, devrait même être enseigné, être lu à nos enfants pour que nous puissions pérenniser la mémoire collective, la mémoire nationale. Le Congo ne commence pas avec nous, le Congo commence avec nos aïeux, le Congo commence avec, le Congo a commencé avant l'indépendance. Donc nous sommes un seul peuple, donc notre histoire doit être une histoire qui relie les générations, et je crois que ces œuvres font partie de notre histoire, et c'est notre culture. Un pari gagné quand même pour ce régime, la restitution des œuvres d'art africaines, vous pensez? Non, mais je voudrais pas. J'ai dit, pour moi, j'ai toujours considéré que l'État était une continuité. Je ne dis pas c'est une victoire pour notre régime, mais seulement, j'ai dit, c'est pendant la période de M. Tshisekedi que cet effort a été beaucoup plus engagé. Ben, s'il faut s'en féliciter, donc on ne va pas s'en empêcher. Tout à fait. Donc on prend un autre élément, on parle de l'itinérance du gouverneur militaire. Nous sommes en Ituri pour se rendre compte de l'effectivité de la paix dans ce coin de la République. Image et commentaire.
La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire reprend l'itinérance dans son entité de Bunia à Mahagi, en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nyoka Ngote. Le lieutenant général Boyanka Chamadjoni et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule, question de se prégner davantage de la situation que traversent ces administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même, la collaboration avec les forces armées pour endiguer les auteurs de violence. Pour que toko bate, toko koma, toko gundana bango. Sur son passage, le gouverneur militaire traîne de foules immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de groupes armés. Et après un meeting populaire en Ngoté, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Chamadjoni, a rehaussé le moral de ses frères d'armes blessés de guerre internés à l'hôpital général d'Erimba. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il est de dire que cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et de proximité, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Chris Mukendi, parlons de la guerre à l'est de la République, prorogation sur prorogation. Finalement, la population se fatigue. Cher Sylvain, il faut rappeler ici que cette situation, nous la vivons depuis plus de 20 ans. Donc je ne crois pas qu'au bout de 2 mois, 3 mois, on peut aussi facilement résoudre le problème. C'est l'essence même du fait que le président de la République ait décrété l'état des sièges pour rendre beaucoup plus efficaces les services qui sont menés au niveau de nos territoires. Vous voyez, avec cette itinérance qui vient d'être, qu'on vient de suivre, 180 km exécutés par les gouverneurs militaires. C'est une politique qu'il faut saluer. Saluer pourquoi? Il a été dit que parmi nos populations, il y a ceux qui sont même complices de ce qui se passe à l'est de la République. Vous avez vu les cas d'arrestation des ADF qui ont cité des députés nationaux. Lorsque le président Bosso disait aux députés « sortez des groupes armés », les gens pensaient que c'était de la comédie. Mais aujourd'hui, il y a 2 députés nationaux qui ont été cités comme des complices des ADF. Donc moi je considère que cette politique que le gouverneur militaire a mise en place le permet de rapprocher la population pour la sensibiliser à pouvoir coopérer avec les forces armées. Et je pense c'est seulement à ces prix que nous pourrons effectivement mettre fin à ces phénomènes qui n'a que trop duré. Il y a, finalement, je veux dire, il y a des dégâts énormes dans cette partie de la République, malgré l'état de siège, malgré les cumuls, je veux dire, malgré même des collaborations avec d'autres forces étrangères. Qu'est-ce qui empêche finalement l'éradication? C'est tout ce groupe-là, solidaire, des groupes rebelles. Ben, je ne connais pas les stratégies militaires pour pouvoir dire ce qu'il ne faut pas, mais je constate simplement que le gouvernement de la République a affiché sa volonté de pouvoir mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Et aujourd'hui, il faut dire que ces massacres ont été sensiblement réduits. On ne reçoit plus des images comme à l'époque dans nos téléphones, des massacres de nos frères et sœurs à l'est de la République. Même, ça continue. Mais il faut le reconnaître. Je reconnais que ça continue, voilà. Mais plus à la même proportion qu'on en connaissait à l'époque. Moi, j'ai dit il faut soutenir les FARDC qui ne sont pas aussi omniprésentes. Il faut reconnaître que il faut un soutien terrible à nos FARDC. Il faut un effectif important, il faut une logistique qui s'impose et tout ça, je crois que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour pouvoir les doter aux FARDC, mais que les FARDC sont aussi
alignés dans les champs de bataille pour effectivement apporter la paix à la partie est de notre République. Voilà, on prend un autre élément, on prend le président français Emmanuel Macron qui parle de la fin d'un ordre mondial et le renouvellement d'un autre ordre mondial. On parle étranger. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Voilà, c'est purement, une pensée émise par Alain Foucault, quand il réfléchit sur l'africanité, des questions, je dirais peut-être des réflexions comme intellectuelles, au-delà de nos clivages politiques. Le monde, certes, connaît une sorte de mutation, l'Occident qui se perd un tout petit peu, l'Orient qui cherche à remonter. Mais dans tout cela, l'Afrique, qui a été gérée, l'année passée par le chef de l'État, semble encore dans une sorte de léthargie qui ne dit pas son mot. On se comporte comme si on était encore sous la coupe de la colonisation, acharnement, insultes, discussions banales, alors que le monde est muté, tant qu'intellectuel. La question se pose finalement, quel saint finalement doit s'inviter en Afrique ou au Congo pour changer la donne? Je crois que, cher Sylvain, l'Afrique n'a pas besoin de l'Europe pour exister. Je crois que plutôt c'est le contraire. De tous les temps, de tous les siècles, c'est l'Europe qui a eu besoin de l'Afrique pour exister. Le besoin de l'Afrique, c'est un besoin d'une intelligence. Le besoin de l'Afrique, c'est un besoin d'un leadership volontariste qui traduit des politiques économiques et des politiques agricoles en une réalité. Pour pouvoir chasser la pauvreté. Le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté. Le problème de l'Afrique, c'est l'éducation. Le problème de l'Afrique, c'est la nourriture.
Parlons de la RDC, nous avons plus de 80 millions de terres arables. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir cultiver la terre pour nourrir les Congolais? On importe. Tous les gouvernements qui se sont succédés, mais voilà, tous les gouvernements qui se sont succédés avaient dans la bouche ces concepts, l'agriculture, tous les programmes de gouvernement, même tous les programmes de partis politiques, projets de société, on dit l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Voilà. C'est une phrase qui est restée dans la tête de tous les Congolais. Slogan, finalement. Mais voilà, mais en traduction réelle dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je crois, je parle de l'Afrique, je parle pas seulement de la RDC, que c'est une opportunité. Le message des Occidentaux est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir se réveiller et de pouvoir prendre son destin en main. Oui, bien sûr. On n'a pas toujours besoin des Européens. Hein, c'est eux qui viennent chercher de la matière première chez nous. Voilà, donc ça doit nous interpeller. Cette situation qui arrive en Europe doit en principe être un tremplin qui nous permettra finalement de pouvoir chercher des solutions pour promouvoir l'Afrique. Finalement, avec cette classe politique qui semble être gangrénée, il faut dire, avec des gangrènes, il faut dire, similaires à la diabolisation, il faut dire, parlons corruption, meurtre, assassinat et consorts. Est-ce que vous pensez que cette classe politique peut attendre finalement ce discours que je viens de donner? Ben, je ne sais pas. Il revient. Je suis pas. On réfléchit pas comme acteur politique. Voilà. Je dis, nous avons une classe politique, même ceux qui vont succéder au régime Tshisekedi. Mais nous allons produire les mêmes tares parce que nous sommes issus des mêmes partis politiques. Nous sommes certains viennent du PPRD avec la même mentalité PPRD, d'autres viendront du MLC avec la même mentalité de nos leaders politiques. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une transformation au niveau de notre mentalité. Une rupture. Une rupture. Malheureusement, on est liés. C'est comme un père qui engendre un fils. Oui. Lorsque vous engendrez un fils, vous engendrez votre nature. Oui. Vous reproduisez la même nature. Il revient maintenant au fils de pouvoir rompre avec ses liens. Pour dire, ok, mon père est un alcoolique, je dois faire des efforts pour que je ne sois pas alcoolique. Je crois que cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui devra, au-delà de nos appartenances politiques, développer une nouvelle mentalité qui permet effectivement qu'il y ait une rupture. Comment y arriver? C'est ça la grande question. Comment y arriver? D'autant plus que le chef de l'État parle de rupture. Le chef de l'État a mis en place même, je veux dire, une sorte de chandelier pour notre mentalité. Mais nous sentons que quelque part, il y a, je veux dire, une force pesanteur finalement qui nous empêche de décoller. Je crois qu'il y a un travail personnel qui doit être fait sur chacun d'entre nous. Mais aussi, peut-être renseigner la question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est par manque de vision, finalement, de la part des autorités ou du chef de l'État qui semble le problème de notre pays, c'est pas un problème des autorités, c'est un problème collectif. La mentalité que nous avons. Vous voyez, lorsque quelqu'un est nommé ministre, les amis qui viennent le jour de la célébration, ils disent quoi? Et comme ils tournent à Bissau. Oui, donc c'est un problème de mentalité. En fait, je dis, il faut que nous puissions travailler sur notre mentalité. Mais ce qui me choque aussi, c'est que nous avons une société civile qui devait en principe aider les politiques, aider la société à pouvoir développer, promouvoir des valeurs. Mais nous avons une société civile politique qui ne parle que élection, qui ne parle que politique post-ministérielle, alors que le rôle de la société civile, c'est aussi ce rôle de sensibiliser la population pour que nous puissions, en tout cas, faire héberger une nouvelle classe politique qui rompt avec ces antivaleurs que nous dénonçons. Très bien, je suis vraiment parfaitement d'accord avec toi par rapport à la mentalité. Je voulais dire, parce que bon, on n'est pas là que pour poser de questions, mais également accompagner certaines réflexions, d'autant plus que le monde connaît une sorte de mutation. On va clôturer finalement ce magazine, mais on va prendre un élément par rapport à la pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa. Il est 6 heures du matin. Nous sommes au quartier Mollard. Les hommes et les femmes munis des bidons, seaux, chariots sont venus pour se procurer de l'eau. Je suis un habitant du quartier qui a construit des bornes fontaines pour venir en aide à la population de ce coin qui rencontre des difficultés ménagères suite à d'intenses coupures d'eau, allant jusqu'à plusieurs semaines, et à la fin du mois, les factures sont distribuées par les services de la Régie des eaux avec un montant exorbitant qui fatigue même les familles.
incapable de fournir de l'eau à la population. Cet homme généreux qui a compris la souffrance de la population est venu pour pallier à la misère que sévit ses habitants au quotidien. C'est l'exemple à suivre, c'est le vrai exemple à suivre. Le monsieur ici a fait preuve de la générosité. Au moment où la Régie des eaux fait payer, oui je sais la Régie des eaux, c'est une organisation, ils ont besoin peut-être de l'argent pour acheter des produits, tout ça. Mais le monsieur ici a fait preuve de la générosité et de l'amour du prochain. Dans quel sens? Dans le sens que les autres font payer. Mais lui a tenu compte de la souffrance de la population et il fait ça gratuitement. Ce n'est qu'une personne là qui est générée et qui a compris la souffrance de la population. Il a compris la souffrance de la population et il a fait ça pour les gens. Et c'est un exemple à suivre. Les autres devaient faire autant. Ils devaient aussi comprendre la souffrance de la population et laisser que les gens puissent en profiter. La Régie des eaux se trouve seul maître sur le terrain. Il faudra qu'il y ait une société qui produit de l'eau et comme ça, la Régie des eaux songera à ces difficultés. L'eau et l'électricité constituent les denrées les plus consommées partout dans le monde. En République démocratique du Congo, la situation est tout autre. Les populations de Bandalungwa lancent un cri de détresse aux autorités compétentes à focaliser leur regard sur ce secteur en mettant de l'ordre dans les différents services qui gèrent ce coin pour permettre aux abonnés d'avoir un meilleur accès à l'eau potable. Voilà, alors qu'on parlait déjà de mutation dans le monde va à la lune, mais le Congo, il faut dire, cherche encore de l'eau, et quand on parle de l'eau, en région, on parle également d'électricité. C'est triste, très cher Sylvain. Là, on a vu, on parle de pénurie, mais il y a des quartiers où il y a absence totale d'eau. Là, au moins, ils connaissent une pénurie. Ça veut dire qu'ils ont fréquemment de l'eau, mais là, pendant quelques jours, l'eau ne coule pas. Mais moi, j'habite un quartier, je suis à Lupin, un quartier résidentiel où nous nous amenons avec des seaux dans des douches qui ne sont devenus que des décorations à l'intérieur de nos maisons. Je crois que il faut à un certain moment s'arrêter pour savoir quel est effectivement le rôle que joue la Régie des eaux. Quel est le rôle que joue la SNEL dans ces pays? Sans être puni finalement, donc, les dirigeants des voilà, c'est la question que je me pose. Moi je crois, au-delà de la sanction, c'est les chefs de l'État qui nomment quand même. Voilà, au-delà de la sanction, je suis pour la libéralisation du secteur. Parce que énergétique. Lorsque nos amis ont l'exclusivité des services, ils se comportent en seul maître. Voilà. Je crois qu'à un certain moment, la loi existe déjà. Il faut appliquer la loi pour inviter des nouveaux investisseurs dans le secteur. Chris Mukendi, on va finir avec toi en 10 minutes ou 10 secondes, tout dernier mot par rapport à ce magazine d'aujourd'hui. Non, mais je crois qu'en ce qui concerne les élections, que les Congolais ou les hommes politiques qui rêvent encore, qui sortent de leur sommeil parce que les élections arrivent effectivement et les Congolais vont se prononcer sur leur prochain président. Très bien, merci. C'était donc Chris Mukendi, secrétaire national adjoint de AFDC de Modeste Bathily-Lukeba, avec qui on a discuté sur certains points qui ont finalement émaillé l'actualité en RDC ainsi que dans le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe pilotée par Serge Makoso, Kuparbola Rodilo Adio, ainsi que Tony Binda et Soulem Boyo. Je vous retrouve le dimanche prochain pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.